Alors, on dit c'est du fer, le noyau, mais c'est du fer avec des cochonneries, quoi. Et quand on a des mélanges avec des cochonneries et qu'on cristallise ces mélanges-là, en général, les cochonneries vont dans la partie liquide. Donc elles sont rejetées. Ils sont rejetés. C'est-à-dire qu'on fait ça, par exemple, si on cristallise de l'eau de mer, on fait de la banquise, le sel va préférentiellement dans le liquide. Et Le sel va descendre et la banquise, c'est de l'eau douce. Bah, pas complètement douce, non. C'est de l'eau salée, mais elle est moins salée que l'eau liquide qui reste en dessous. Donc c'est un des gros moteurs de la circulation thermoline dans les océans. Là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on cristallise du fer, la partie cristallisée est moins riche en cochonneries. Les cochonneries, ça va être des éléments légers, donc du soufre, l'oxygène, du nickel, les machins. La partie liquide, elle, va se retrouver à avoir une production d'éléments légers à la base de la partie liquide, au sommet de la graine solide. Et donc ces trucs légers, qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire ? Ils vont vouloir ils vont vouloir monter. C'est la poussée d'Archimède, quoi. Donc une partie de la convection dans le noyau de la Terre est gouvernée par cette poussée d'Archimède, le fait qu'on rejette des éléments légers à la surface de la graine. Donc là, on a la surface de la graine, Ouais. ça se cristallise ici. Ouais. Donc elle grandit, alors j'imagine pas de beaucoup. Non, mais, ça va pas vite, non. Donc Là, là, elle fait 1200 km de rayon. Si ça fait 1 milliard d'années qu'elle existe, on peut trouver la vitesse, ça va pas vite, quoi. C'est moins d'1 millimètre par an. Ça va pas vite. Ordre-là. Ouais. Ça va pas très vite. Mais par contre, donc ça se crée ici à cet endroit-là. On a les éléments, les impuretés, enfin les éléments autres que le fer qui sont rejetés, qui viennent par là et qui vont, vu qu'ils sont plus légers. Oui, c'est ça, c'est Archimède. Tu mets un objet moins dense que l'eau au fond de l'eau, il remonte. Voilà. Et donc ça crée de la convection. C'est-à-dire que là, tu as un transport de chaleur. La chaleur ici, tu l'emmènes là-haut, c'est ça ? J'ai un transport de matière et je transporte de la matière chaude vers le haut qui est plus froid. Donc je transporte nécessairement de la chaleur, quoi. Et donc ça crée des mouvements à l'intérieur du noyau externe. Oui. Juste grâce à la cristallisation. Donc sans cristallisation, il n'y aurait pas ce mouvement-là, parce que les impuretés, elles seraient toutes... Alors, ça, c'est un mécanisme efficace pour faire de la convection, mais s'il n'y a pas de graines, il y a d'autres moyens de faire de la convection. Et un moyen de faire de la convection, c'est juste de refroidir un corps. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'on on a des traces, en fait, du fait qu'il y avait... le noyau était liquide. D'abord, on sait, théoriquement, il doit être liquide depuis à la formation de la Terre, mais il génère un champ dynamo. On a des traces jusqu'à presque 4 milliards d'années. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des mouvements dans le noyau de la Terre il y a 3-4 milliards d'années. Là, on est sûr qu'il n'y avait pas de graines. Donc, on a des traces parce qu'on va en parler, ça crée un champ magnétique et tout. On n'est pas au bout de nos peines. mais donc ces traces-là, elles nous montrent qu'il y avait déjà un champ magnétique. Il y avait déjà un champ magnétique, donc il y avait déjà des mouvements. Il y avait déjà du mouvement. Et après, ces mouvements, par quoi ils sont dus ? Pour faire des mouvements, il n'y a pas 50 manières. Soit on touille mécaniquement, c'est-à-dire qu'on secoue la Terre. Si je secoue la Terre comme ça va générer des mouvements qui, potentiellement, peuvent faire de la dynamo. Mais pour la Terre, c'est un mécanisme qui est pas très efficace. D'accord ? Il y a des corps sur lesquels ça pourrait être efficace. Mais on estime que pour la Terre, c'est peu probable. Par contre, un autre moyen, c'est d'extraire de la chaleur. Quand on extrait de la chaleur, je fais de la convection. Mais je peux faire de la convection, là, avec ma graine qui va refroidir et envoyer des éléments légers, mais je peux aussi faire de la convection sans graine. C'est-à-dire que c'est possible, sans graine, si j'extrais de la chaleur, je vais faire de la convection sans graine. Et là, du coup, le seul moteur sera un moteur thermique. Il n'y aura pas cet effet d'éléments légers. D'accord ? C'est juste de la convection dans un liquide mélangé. Classique. Voilà. Un classique, ouais. Ah bah voilà, là on a alors je sais pas. Ah oui, là on a des cellules de convection. On voit bien que ça monte là où c'est rouge et ça redescend ensuite. Ça crée des courants dans la hauteur. J'imagine que c'est dans le noyau ou dans le manteau. Mais alors là... Ça, c'est dans une convection en 2D dans un ordinateur, je crois. Non, il y a des kilomètres, tu vois, 2500 kilomètres et tout. Bon. Ouais. 2500, si jamais la régie, vous avez la source manteau, de ça. Ça, c'est le manteau. C'est le manteau, c'est pas le noyau, c'est sûr, en tout cas. Ça, c'est pas chez toi, ça. Non, c'est pas chez moi. Non, ça ressemble pas à ça chez moi. Bah là, déjà, on fait un tour pas mal. On voit à peu près à quoi ça ressemble mieux sous nos pieds, toute cette chose. On a commencé à aborder l'idée du mouvement. Ouais. Le mouvement,
il crée justement, tu nous as fait une transition incroyable, un champ magnétique. Ouais, si tout se passe bien, oui. Si tout se passe bien, tu parlais du fait de touiller. Moi, on m'a beaucoup parlé de l'effet Coriolis, Ouais. en me disant que ça faisait des choses. Parce que l'effet Coriolis, donc par exemple, c'est assez connu, c'est ce qui fait que les tempêtes dans l'hémisphère nord elles tournent dans un sens anti-horaire, je crois, et l'hémisphère sud sens horaire. À la surface de la Terre, ça crée des choses, ça crée de la circulation océanique, ça crée des courants dans l'atmosphère. Mais vu que c'est liquide à l'intérieur, il n'y a pas de raison que ça fasse pas des choses aussi à l'intérieur. Donc le seul fait que la Terre tourne, c'est ça qui fait un effet Coriolis. Le seul fait que la Terre tourne, ça doit générer plein de trucs à l'intérieur. Alors, est-ce que c'est ça dont tu parles quand tu dis touiller ? Non. Ok. Non, parce que l'effet Coriolis, là, dont tu parles, donc on appelle donc la force de Coriolis, c'est une force fictive, en fait. C'est-à-dire que c'est une force qui est présente dans les corps en rotation. Ok. Si on est sur un tourniquet et qu'on veut aller tout droit dans le tourniquet, on n'y arrive pas, d'accord ? Ouais, on va forcément tourner vers un côté ou l'autre. Voilà, parce qu'on va aller tout droit dans le référentiel du sol, mais on va tourner quand on sera dans le référentiel du tourniquet. Oui, je vais aller tout droit, sauf que pendant que je vais tout droit, le tourniquet, lui, aura tourné, donc ça va... Exactement. Donc, ma trajectoire va être courbée. Donc on a un exemple là. Quand on est dans le référentiel en rotation, si on a une trajectoire, d'accord, cette trajectoire, pour aller tout droit dans un référentiel universel, on va dire, donc on va dire galiléen dans le jargon, eh ben, on va tourner quand on est dans le référentiel en rotation. D'accord ? Ouais. C'est pas facile de se mettre ça en tête, mais ça marche comme ça. C'est-à-dire que... Mais ça, c'est pas l'origine du mouvement. Il n'y a pas d'énergie qui va avec la force de Coriolis, d'accord ? Parce que c'est une force fictive, en fait. C'est une force qui est là, c'est une aberration parce que nous, on vit dans le monde en rotation, d'accord ? C'est pas une source de mouvement, Coriolis. C'est elle va gouverner, elle va être très très forte à gouverner la forme des mouvements, mais c'est pas elle qui est à l'origine du mouvement. Donc il faut une source d'énergie, d'accord ? Coriolis, il n'y a pas d'énergie qui va avec. Okay ? Donc il faut une source, ça peut être la convection, qui va faire donc la poussée d'Archimède, mais ça peut être, par exemple, si on prend des corps comme les planètes, les satellites, ça peut être des mouvements de précession, d'accord ? Donc le fait que on est dans un corps comme ça, ce corps il tourne sur lui-même, mais son axe de rotation, il tourne comme ça aussi. Nous, la Terre, elle précède en 26 000 ans, par exemple, d'accord ? Ouais, la Terre, elle fait un mouvement où elle oscille un peu comme ça en 26 000 ans. Ouais, vous mettez ça, vous touillez ça comme ça, là, et ben ça va générer des mouvements. D'accord ? Sur 26 000 ans, ça génère des mouvements au sein de la Terre, ouais. Oui, ça peut générer des mouvements. Après, la question, c'est est-ce qu'ils sont assez efficaces pour pouvoir générer des mouvements intenses ? Et ça, c'est pas évident, les réponses. Ça va dépendre de plein de paramètres, ça va dépendre de l'aplatissement polaire, ça va dépendre de la vitesse de précession, ça va dépendre de tout un taquet de machins. Pour la Terre, on considère que c'est pas hyper efficace. Pour d'autres planètes ou satellites, ça pourrait être à l'origine des dynamos qui ont été qu'on sait qui ont existé dans certains corps, quoi. Et du coup, ça ressemble à quoi cette circulation dans le noyau externe ? Comment ça se traduit ? Parce que du coup, il y a du mouvement, on a dit, il y a de la convection, ça monte dans le noyau, mais avec justement la rotation de la Terre, voilà. Donc ces mouvements, ils ne sont pas juste verticaux et on n'en parle plus. C'est-à-dire que c'est très différent de l'image qu'il y avait tout à l'heure qui était de la convection du manteau. Le manteau, c'est hyper visqueux, alors Coriolis, on oublie tout de suite, quoi. Parce que pour des mouvements dans un truc hyper visqueux, c'est très lent, la vitesse ça n'a pas d'impact, quoi. L'inertie, si tu veux, dans le manteau, ça n'a pas d'importance. Dans le noyau qui est liquide comme de l'eau, on va se retrouver à avoir des mouvements. Donc la vitesse, typiquement, ça va être 10-20 km par an, d'accord ? Donc c'est rapide quand même, non ? Par rapport au manteau, c'est très très rapide, ouais. On compare des kilomètres par an avec des millimètres par an, d'accord ? Donc on se retrouve avec ces mouvements, et ces mouvements sont effectivement générés par convection et ensuite influencés par la rotation terrestre à travers la force de Coriolis. Et ça, au lieu de faire des panaches de convection bien sympathiques d'une lampe à lave, là, ça va faire des colonnes de convection. C'est-à-dire que ça va s'organiser
en une dynamique qui va être organisée comme des colonnes, des rouleaux de convection qui vont... Il faut imaginer l'axe du rouleau qui est aligné avec l'axe de rotation. Donc on a la Terre, on peut les dessiner, hein. Ouais, On a le droit. Il est où le pôle Nord? Le pôle Nord, on va dire, il est là. Ouais, ça c'est les États-Unis, ça. Allez, ça doit être le... Bon, là, il n'y a plus le Panama ni rien, là. Il y a eu un tsunami, donc mais... le pôle Nord est là. Le pôle Nord est là. Donc l'axe de rotation, il est comme ça, là. Ouais. Voilà. Et donc moi, ça me fait des colonnes de convection comme ça, qui tournent. Hop là. Bah, il est là le cylindre de la Terre. Il est là le cylindre de tout à l'heure, ouais. Ok, et donc on a des colonnes. Ah oui, ça s'enroule comme ça. Ouais. C'est-à-dire que... ça, faut voir tout le truc comme ça, il s'organise comme ça, là. Ah ouais. C'est pas des rayons. Non, c'est pas en rayon. C'est vraiment des cylindres qui s'organisent tout autour. Ouais, un peu tout autour, ouais. Ouais. Alors, ce qui se passe ici, là, dans les ce qu'on appelle les au-dessus et en dessous de la graine, c'est un peu particulier, parce qu'il y a une dynamique un peu spéciale. Mais à l'extérieur, on va être grosso modo avec une dynamique à cette forme-là. Autour de l'équateur, c'est assez facile. Autour de l'équateur, même à moyenne et basse latitude, quoi. Là, on pourrait imaginer un plus petit rouleau, par exemple, un truc comme ça. Là. Ah oui, il y en a plusieurs. Okay. Après, ça c'est une vision schématique, hein. Tout ça va s'organiser, ça va être des filaments, mais en fait, il faut voir que c'est très anisotrope, c'est-à-dire que la dynamique influencée par la force de Coriolis, elle essaie de faire en sorte que la vitesse, elle change pas quand on se promène le long de l'axe de rotation. Et du coup, le seul moyen d'évacuer la chaleur, c'est de faire des rouleaux comme ça, d'accord ? Donc tout à l'heure, on avait une Terre qui n'était pas en rotation, on avait de la convection qui montait, qui descendait. Ouais. Mais là, vu qu'elle est en rotation, ça forme des cylindres. Ouais. Donc là, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Ça devient compliqué, et puis ça devient... En fait, déjà, géométriquement, c'est le bazar, parce qu'on est dans une géométrie sphérique à cause de la gravité, et on se retrouve avec une géométrie cylindrique à cause de la force de rotation. Et ça tient quand même, ça... Ouais, ça tient. Je trouve ça incroyable de ces mouvements en cylindre, parce que ça me paraît presque... c'est assez contre-intuitif. Oui, c'est contre-intuitif. Et donc, on a ces cylindres-là qui se créent, et donc les mouvements, ils ressemblent vraiment à ça dans le noyau. Et on est de l'ordre de 10 à 20 km par an en moyenne dans les vitesses. Ouais, donc c'est des gros déplacements de matière. C'est monumental ce qui se passe là-dessous. Monumental, c'est quand même beaucoup moins que dans l'océan, par exemple. Si on regarde le forçage thermique dans l'océan, génère des mouvements beaucoup plus forts que ça, quoi. D'accord ? Ouais, mais je m'imagine, c'est sur des milliers de kilomètres, des centaines de kilomètres de profondeur. C'est sur des tailles de milliers de kilomètres qu'on fait ces trucs-là. Ouais. Et sur une épaisseur de quelques milliers de kilomètres. Ouais. Donc là, on a les mouvements à l'intérieur. Est-ce qu'il y a d'autres types de mouvements à l'intérieur du noyau externe ? Alors, il y a plein de types de mouvements. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements, t'en as... Bon, là, je t'ai fait le truc, la version canonique, quoi. Mais des mouvements... En fait, ce qu'il faut voir, c'est que des mouvements, va y en avoir à toutes les échelles de temps, entre la fraction de jour jusqu'aux dizaines de milliers d'années, d'accord ? Et il y en a sur toutes les échelles qui vont du mètre aux milliers de kilomètres, quoi. Moi, et ça fait qu'il y a une richesse de mouvements qui est très grande. Et pour générer ces mouvements, donc on a vu que c'est la convection qui les force, mais il y a plein de forces en jeu. Donc il y a la force de Coriolis, mais ces mouvements, ils vont générer un champ magnétique. Et ce champ magnétique, il est aussi à l'origine d'une force de rappel, qui s'appelle la force de Lorentz ou de Laplace, qui fait qu'on va avoir encore d'autres types. Donc des mouvements, il y en a plein de sortes. T'en as qui vont évoluer sur le mètre, t'en as qui vont évoluer sur le millier de kilomètres, t'en as qui vont aller à la journée, et t'en as qui vont être à la dizaine de milliers d'années. C'est ça qui est fou. C'est à quel point on ne se rend pas compte, le commun des mortels, à quel point il se passe des choses de fou, à quel point ça bouge tout le temps, en fait. Ça bouge tout le temps en mouvement, et c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre sur l'intérieur de notre planète. Ouais. C'est ni un océan de magma perte de vue, mais ça bouge tout le temps.